À toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire consacré à l'accompagnement des étudiants vers l'insertion professionnelle. Après tout, on forme des citoyens, mais on forme aussi des professionnels là, pour alimenter les entreprises, les institutions, les administrations, les associations, toutes celles et ceux qui ont besoin des talents de demain. Alors, comment les établissements, universités et grandes écoles suivent leurs élèves et renforcent leur employabilité, l'employabilité des futurs diplômés avec des certifications, on en parlera tout à l'heure, et toute une série de services pour accompagner l'étudiant vers justement cette insertion, vers le marché de l'emploi. Tout cela, évidemment, contribue à l'expérience étudiante. Vous savez, aujourd'hui, on parle de l'expérience. Il y a même les directeurs de l'expérience étudiante dans les écoles et les universités. Ça veut dire qu'il faut, évidemment, entourer l'étudiant au moment de son apprentissage des savoirs, de toute une série de services et de compléments de, comment dirais-je, dans sa formation, qui lui permettront d'être parfaitement opérationnel le jour J. Nous avons beaucoup de choses à dire et bien entendu des invités de prestige, encore une fois, pour un webinaire Campus Matin. Je vais les citer dans le désordre, en tout cas, pas dans l'ordre de l'écran. Erwan Saout, maître de conférence finance, responsable du Master Trésorerie à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous proposez un parcours blended. Blended, en anglais, ça veut dire hybride, en présentiel et à distance, c'est ça? En partie, effectivement. Depuis le Covid. Partie, ça veut dire que c'est pas exactement ça? C'est-à-dire qu'on fait tout ce qui est informatique se fait à distance, mais en revanche, tout ce qui est très terre à terre se fait en présentiel. Donc c'est du blended, c'est mieux ce que j'ai dit. Voilà. En partie, effectivement. Mariana Giapé, est-ce que je l'ai bien prononcé, Mariana? Parfait. Directrice carrière et talent à l'ISIT, la grande école de l'interprétariat et de la traduction, mais plus seulement, puisque c'était historiquement son cœur de métier, ça fait tellement d'autres choses autour de la multiculturalité. Et j'ai bien aimé quand on a préparé cette conférence, je me disais, il y a une différence entre l'insertion et l'employabilité, hein, attention, hein, et j'ai bien aimé cette maxime que vous avez dit, vous êtes plein de ressources, dire ce que je sais faire, et pas forcément ce que j'ai appris. C'est ça aussi le challenge auquel sont confrontés les diplômés et les établissements, évidemment. Et là, on est sur une approche compétence. Vous nous en parlerez tout à l'heure, hein, Mariana, si vous êtes d'accord. Avec grand plaisir. Renaud Monet, directeur du système d'information de Centrale Supélec. Alors, Centrale Supélec, on ne présente pas. Si on présente, c'est la grande école d'ingénieurs, tout simplement. Oui, c'est une école d'ingénieurs sur le plateau de Saclay. Effectivement, on forme 1000 ingénieurs par an, mais on a aussi 600 docteurs, on a des masters, on a des bachelors. Voilà. Donc, on fait tout le panel de formation. On rappelle, Centrale et Supélec. Exactement. Oui. Alors, je dis ça parce que quand je croise votre patron, là, Romain, et quand je parle de Centrale, il me dit Centrale Supélec. Donc maintenant, on parle de Centrale Supélec. Voilà. C'est aussi pour ça que je précisais. Onélia Lambre, directrice partenariat entreprise et développement du B2B et du Talent Center. Alors, quand on a préparé, je ne savais plus, vous aviez un titre tellement long, Onélia, que je ne savais plus. Alors, j'ai tout cité, voilà. Vous vous occupez du Talent Center avec l'approche compétences, là aussi, puisque les compétences, selon vous, elles sont évolutives et il faut favoriser les potentiels tout en répondant, évidemment, aux demandes des entreprises pour pas taper à côté. Et vous nous direz un mot aussi parce que c'est très important de préparer les étudiants parce que de plus en plus, on se sert de l'IA pour sélectionner ses talents dans les entreprises. Donc, il ne faut pas marcher à côté. Voilà. Bonjour. Un mot sur Excelia, quand même, Lydia. Bah oui, Excelia, c'est 6000 apprenants cette année, 6000 étudiants sur 4 campus. Donc La Rochelle, le campus historique. Là, je vous parle depuis le campus de Tours, le campus d'Orléans qu'on n'oublie pas, et Paris-Cachan, notre petit dernier. Voilà. Ouais, donc 4 campus. Ouais. C'était quand même les locaux de Normal Sup, on peut le préciser. Exactement. Exactement, qui ont bien changé depuis, je pense. Mais... il y a donc un esprit du savoir, si je puis dire, chez Excelia. Il y a l'esprit du savoir et de l'intelligence artificielle aussi, dont on parle. Oui, bien sûr, puisque l'école de Tawich Kiwi est installée là-bas, effectivement. Marc Alperovitch, vous êtes CEO et fondateur d'Isograd, notre partenaire sur ce webinaire. Bonjour Marc. Bonjour Gilbert. Alors, quand on parle d'insertion et employabilité, vous êtes au cœur de la machine, si je puis dire, puisque vous accompagnez les écoles sur cette employabilité. Et si vous me permettez, Marc, je voulais vous donner, pour introduire cette réunion ce matin, un mot sur cette employabilité et l'insertion des jeunes et rappeler au fond que l'employabilité, on en parle très tôt dans le monde, puisque vous avez une vision un peu mondiale, vous adressez la planète entière, en tout cas de nombreux pays.
et de rappeler que cette employabilité, elle est le cœur de la formation, y compris parfois dans les formations infra-bac. Et c'est ça que vous avez constaté. En France, on en parle beaucoup avec les grandes écoles et les universités, mais on en parle aussi partout dans les formations dans le monde. Oui, merci Gilbert. Alors, juste un mot sur le TOSA. On délivre, comme vous le savez probablement, des certifications qui donnent un score sur 1000 pour mesurer les capacités d'un individu sur un logiciel donné comme Word, Excel ou PowerPoint, ou sur un langage de programmation, ou sur la suite Adobe. Ce qu'on peut remarquer dans les certifications bureautiques ou sur les compétences numériques, c'est qu'à travers le monde, elles sont surtout passées dans les lycées. Nous, aux États-Unis, on travaille essentiellement dans le K-12. En France, on a pu voir le déploiement de PICS, qui est obligatoire aujourd'hui au collège et au lycée. Et au Royaume-Uni, on a aussi le même phénomène. Donc, la certification, c'est vu comme un outil de certification des compétences au lycée. Cependant, c'est aussi beaucoup utilisé dans l'enseignement supérieur. Et pour nous, en France et en Europe de façon générale, c'est le premier marché. Alors, pourquoi est-ce que les établissements d'enseignement supérieur utilisent des certifications? On va dire que ça dépend du niveau. Il y a beaucoup d'écoles, et c'est le cas en France, ou en tout cas en France, il y a une culture qui fait que le premier emploi, il est obtenu sur la base du diplôme. On pourrait donc se dire, bon ben voilà, mes élèves, ils vont être diplômés, et donc ils n'ont pas besoin d'être certifiés parce qu'ils vont trouver un job sur la base de mon diplôme. Alors, il y a deux cas qui se présentent. Il y a le cas des écoles où ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a des écoles qui, malheureusement, ont un problème d'insertion, peut-être parce que leur diplôme n'est pas assez reconnu ou parce que leur formation n'est pas adaptée. Et dans ce cas-là, la certification, ça va apporter une ligne de plus sur le CV de l'élève et puis peut-être une ligne qui va attirer l'intérêt du recruteur, de l'entreprise qui fournit une alternance. Et dans ce cas-là, la certification elle-même, elle améliore directement l'employabilité. Et puis, on a le cas de l'essentiel des écoles qui, aujourd'hui, n'ont pas de problème d'insertion. C'est-à-dire que leurs élèves, elles ont une ou plusieurs offres d'emploi, elles trouvent des alternances très facilement. Et on peut se dire, dans ce cas-là, pourquoi certifier? Parce que certifier, ça fait bosser. Si on prend nos matières qui ne sont pas forcément les plus passionnantes, la bureautique, la programmation, bon, éventuellement la PAO, c'est un peu plus drôle. Ce n'est pas forcément ce qui intéresse le plus les élèves. Malheureusement, ou heureusement, ou c'est comme ça en tout cas, une fois qu'ils arrivent en entreprise, beaucoup d'entre eux, ceux qui vont travailler dans le tertiaire, ils se retrouvent devant un ordinateur où il y a Excel allumé et là, il faut faire quelque chose. Et du coup, avoir plus bossé la matière pendant ce cursus, parce qu'on passait une certification. Et vous rappeliez alors qu'on préparait que, au fond, faire passer des certifications, ça bouscule même un peu parfois le programme même de l'établissement. Oui, parce qu'en fait, le score, c'est quelque chose d'objectif, c'est quelque chose qui se compare avec d'autres écoles. Donc, quand on utilise les bons modèles et que le score a une signification, si on voit qu'à la fin du programme, les élèves n'ont pas forcément des bonnes notes, ce qui est de plus en plus rare, on peut décider de casser le thermomètre ou on peut décider de se dire, tiens, peut-être qu'il faut revoir la façon dont j'enseigne la matière pour que la mesure objective des compétences donne un meilleur résultat. Bon, merci pour cette introduction et on rappelle qu'évidemment l'employabilité, elle se mesure avec ses certifications, mais elle se prépare avec toute une série de services. Et c'est la question que je voudrais poser. Onélia, ça vous embête si je commence avec vous? Un talent center, alors j'imagine, on a compris, il doit proposer des certifications tout au long du parcours éventuellement, mais il doit proposer beaucoup de services. Et quels sont ces services aujourd'hui dans une université, une école comme la vôtre, une grande école de commerce, qui doivent être proposées aux jeunes? Ce qui est intéressant dans votre question, Gilbert, et de ce qu'on entendait tout à l'heure, c'est qu'il y a finalement deux clients. Alors, c'est vrai qu'on n'emploie pas toujours le mot client quand on est dans une école ou dans une université, mais en l'occurrence, on a deux interlocuteurs, si vous préférez. On a d'une part les étudiants,
qui sont effectivement dans un dispositif d'apprentissage, de développement des compétences à la fois techniques, mais aussi ce qu'on appelle les compétences douces. Mais ça, j'imagine qu'on va y revenir plus tard. Mais on a aussi, nous, en tant que Talent Center et relations entreprises, un autre interlocuteur, et qui n'est pas un petit interlocuteur, qui sont les entreprises. Donc en fait, on a ce double devoir qui est à la fois de fournir aux étudiants une employabilité qui est durable, c'est-à-dire que avec aujourd'hui les compétences dont on parlait, les compétences techniques, en préparant ce webinaire, il y a une information que j'ai trouvée très intéressante et qui va nourrir aussi le partenaire de ce webinaire, qui est la durée de vie d'une compétence technique. Dans les années 90, une durée de vie de compétence, c'était environ 20 ans, versus 2023, c'est 2 ans. Donc, en fait, on a aussi cette exigence de mettre à jour ces compétences, parce que l'obsolescence des compétences, finalement, est tellement rapide que nous, on pourra pas dire aux apprenants qui rentrent pour des programmes de 5 ans, par exemple, voilà ce que va être ton métier dans 5 ans, précisément, avec telle et telle compétence. Donc, je dirais que là, notre rôle, il est plutôt d'apprendre à apprendre et de travailler sur ces aptitudes d'évolution, d'agilité et de comment ce potentiel va se transformer dans l'entreprise pour transformer l'entreprise. Donc, on n'est plus vraiment comme il y a 15 ans, 20 ans sur des Talent Center où c'était voilà ce que tu vas faire à la sortie, tu vas être chef de produit, voilà comment va se passer ton quotidien et on va t'y préparer. Donc ça, c'est d'une part. Deuxième interlocuteur, l'entreprise. L'entreprise, aujourd'hui, on est sur un marché candidat. Clairement, aujourd'hui, on a la chance de travailler dans des écoles et des universités sur lesquelles on n'a pas de problème d'insertion. Et je dirais même que nos étudiants, ils ont le choix entre 3, 4 offres d'emploi, offres de stage d'alternance pour chaque expérience professionnelle en entreprise. Donc finalement, on est sur une tendance inversée où c'est l'étudiant ou le jeune diplômé qui va choisir globalement, hein, évidemment, il y a des secteurs qui sont beaucoup plus spécifiques, etc. Mais globalement, ils vont choisir l'entreprise qu'ils vont rejoindre. Donc, on est sur un marché très tendu pour les recruteurs. Et là, la question qu'ils nous posent, nous, écoles et universités, j'imagine, pour mes confrères et consoeurs, c'est de dire aidez-nous à capter ces talents, parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie attente de ces jeunes, de leur entreprise, de la raison d'être, de leur mission et finalement de trouver du sens, et qui a parfois du mal à rencontrer aussi les besoins et les attentes des entreprises. Donc il y a un dialogue qui doit s'initier. Nous, on a cette chance finalement d'être l'interface entre l'école et l'entreprise. On est en fait une boîte de dialogue, d'échange, et c'est aussi notre rôle que d'accompagner. Ouais. Vous nous direz comment, hein, parce que vous avez l'air investi, enthousiaste, mais bien à un moment, faut délivrer du service, j'imagine, il faut délivrer de l'accompagnement, c'est-à-dire concrètement. Ah, on fait une petite tour, et si vous êtes d'accord, Aurélia, on poursuivra cette conversation. Donc, Mariana, duel. Pardon. Ben non, mais c'est passionnant et on rentre dans le vif du sujet grâce à vous. Merci beaucoup. Mariana, même question pour vous. Hein, qu'est-ce qu'il faut proposer aux étudiants aujourd'hui quand on parle d'insertion professionnelle, accompagnement et professionnalisation, évidemment, et employabilité? Effectivement, merci. Donc, qu'est-ce qu'on propose? Il y a cette idée de compétences, de développer des compétences durables et surtout être capable d'expliquer ce qu'on sait faire. Parce que pour moi, quand on travaille dans un career center ou service d'insertion, l'idée, c'est à la fois aider les apprenants à savoir quelles sont leurs motivations, donc qu'est-ce que eux ils ont envie de développer tout au long de leur carrière, travailler autour des compétences, parce qu'effectivement, on acquiert beaucoup de compétences dans le cursus académique, mais aussi donc dans des expériences professionnelles. Mais c'est là où il faut aider, les accompagner dans le cadre des différents ateliers ou des coachings personnels, individuels, de les aider pour être capable de dire et utiliser des mots des plus justes et des plus valorisants, justement pour en parler dans le cadre d'un entretien de recrutement. Donc, dépasser justement cette frontière de qu'est-ce que j'ai appris, quelles sont des missions que j'ai faites dans le cadre
mon stage ou quels sont des cours que j'ai suivis. Voilà, maintenant, comment je présente tout ça pour dire quelles sont mes compétences et qu'est-ce que je peux apporter au sein de l'entreprise. Et puis après, une troisième élément également, c'est la connaissance du marché de l'emploi. Donc, comme disait Onélia tout à l'heure, effectivement, là, on ne prépare pas à des métiers. En 5 ans, ça a évolué énormément. Donc, on peut se retrouver avec des métiers qui n'existaient pas encore en début de cursus ou qui sont en pleine d'évolution, notamment aussi grâce à l'intelligence artificielle. Donc, c'est toute cette connaissance-là qu'il faut qu'on apporte à nos étudiants pour qu'ils sachent où chercher, comment chercher, quelles sont des exigences des recruteurs, quels sont des défis des différentes structures, des différents postes. Et donc, comment faire tout ça finalement avec. Donc, à la fois, il y a un accompagnement forcément collectif, puisqu'il y a aussi la mobilisation de l'intelligence collective qui est très importante. Donc, ça peut être aussi de mise en réseau avec des alumni, des job dating avec des entreprises. Et ça, c'est des outils, hein, c'est des outils que vous mettez à dispo. C'est des outils très techniques ou c'est du one-to-one ou du face à face? C'est les deux. Donc, effectivement, on fait tout un tas de choses en collectif et après, on propose chaque fois des entretiens individuels parce qu'on sent ce besoin de la part des étudiants, de ce côté personnalisation. C'est que là, maintenant, on a 1 heure ensemble, justement pour que l'étudiant puisse m'expliquer ou expliquer à mes collègues, puisqu'on travaille toujours avec équipe. Finalement, c'est quoi comment on arrive à faire l'adéquation de ces 3 parties, motivation, compétences et marché de l'emploi. Donc, j'ai envie de dire, c'est vraiment c'est juste un milieu entre à la fois un accompagnement en groupe et en mobilisant l'intelligence collective, de mise en réseau avec des entreprises et avec des alumni, et ce côté personnalisé qui ressort très fortement quand on les écoute. D'ailleurs, c'est la tendance, la personnalisation. Quand on parle d'expérience, c'est la personnalisation. Erwan, est-ce que dans la trésorerie, la finance, on va sur cette approche, cette approche compétence et cet accompagnement, comment dans une grande université, comment vous le mettez en place? Alors nous, ça dépend de la certification. C'est-à-dire, il y a des certifications qu'on a, je dirais, en aval ou en amont. Je prends l'exemple de la première certification que tout le monde connaît, c'est le TOEFL ou le TOEIC. Finalement, ça va arriver à la fin du parcours. C'est-à-dire, ça finalise en fait tout ce que l'étudiant a pu apprendre dans les cours de langue appliqués. Donc là, ça va permettre d'avoir une évaluation de l'étudiant. Puis via ce qui peut arriver en amont, moi, par exemple, dans le master trésorerie, on a une certification Excel. Et pour le coup, les étudiants doivent passer cette certification Excel en première année. Et je m'appuie sur les compétences qu'ils vont obtenir durant cette première année pour pouvoir développer des cours de modélisation financière sur Excel en deuxième année. Et l'aspect important ici, c'est que ça me permet d'éviter d'avoir un niveau un peu trop hétérogène. Parce que tout le monde sait qu'on fait un cours de VBA ou de Python, on a celui qui fait ça depuis qu'il est dans le berceau et puis il y a celui qui l'a découvert très rapidement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a permis d'améliorer mes cours de modélisation financière parce que justement, les étudiants sont passés par la certification. Et il y a un score. Je veux dire, voilà, c'est le score. On peut pas. Bon, c'est la connexion Internet qui a été mauvaise ce jour-là, comme par hasard, qui explique que le score n'était pas aussi bon. Mais voilà, on peut rien faire contre ça. Donc voilà, soit en amont, soit en aval, on a une autre certification, l'AMF. Certification AMF, où là, voilà, ça vient concrétiser tout ce qui a été appris durant l'année et ça permet à l'étudiant de valoriser sa formation initiale. Et il y a un côté rassurant. Ça, c'est le côté rassurant pour l'étudiant, c'est que bon, il a son master finance asset management ou il a son master trésorerie, mais il a aussi ses certifications en plus qui témoignent de ses connaissances, de ses compétences. Parce que on a les compétences, mais il faut pas oublier les connaissances, parce que les connaissances permettent d'avoir des compétences. Et les compétences aussi permettent d'avoir des connaissances, mais les deux sont indissociables. Donc voilà, moi je trouve vraiment le côté rassurant pour les étudiants qui sont en formation initiale et pour ceux qui font un peu de formation continue, puisque bon, comme toutes les écoles et les universités se mettent à la formation continue, ces certifications vont aider à améliorer l'employabilité de nos candidats. C'est-à-dire notamment pour tout ce qui est reconversion. Là, c'est vraiment quelque chose de très satisfaisant pour eux, puisqu'ils peuvent prouver qu'ils ont les compétences
et qui peuvent changer d'emploi, notamment au sein de la même entreprise d'ailleurs. Il y a deux mots qui émergent dans tout ça, c'est le scoring et la personnalisation. Scoring parce que ça permet d'avoir un outil, quelque chose d'objectif, et la personnalisation qui permet une adaptation véritablement de tous ces éléments pour aller vers, comme disait Mariana, vers le marché de l'emploi, hein, puisqu'on le rappelle. Alors, à Centrale Supélec, on voit bien. Alors, ce qui est intéressant avec vous, Renaud, pardon, pas René, n'importe quoi. Renaud, c'est que vous êtes directeur DSI, vous êtes directeur du système d'information. Oui, je suis directeur de la transformation numérique de l'établissement, voilà. Donc je m'occupe de tirer parti de la technologie pour transformer les choses. Nous, le mot d'ordre ici, c'est de faire en sorte que les étudiants apprennent à se connaître et par ce travail d'introspection, définissent le parcours professionnel qui a le plus de sens pour eux. Donc dans le cours du cursus, on a un dispositif fil rouge pour permettre aux étudiants de se poser les bonnes questions sur leurs forces, sur leurs aptitudes et également sur leurs désirs. Donc, ce dispositif fil rouge, il permet aux étudiants de se poser des questions, il permet de passer à l'action et notamment de se préparer aux grands événements que sont… on a chaque année un grand forum où il y a 2000 étudiants, 200 entreprises. Et donc, c'est le moment d'un lieu d'échange à la fois en physique pendant les 2 jours du forum, mais également en virtuel avant et après le forum. Donc, les dispositifs qu'on met en place, pour l'essentiel, c'est une plateforme qui permet aux étudiants et aux entreprises de dialoguer, de se rencontrer et de préciser un peu du coup les attentes respectives, mais surtout des modules de préparation à ce forum, et notamment des modules qui tirent parti de l'intelligence artificielle, parce qu'en fait, on a un laboratoire qui travaille sur les sujets d'intelligence artificielle et recrutement, et donc notamment des modules de préparation au pitch, où une intelligence artificielle coach l'étudiant pour l'aider à pitcher, ou pour l'aider à prendre la parole en public, et puis des modules qui ne font pas appel à l'intelligence artificielle, mais qui font appel à l'intelligence réelle, avec donc la possibilité pour l'étudiant de bien repérer ses points de force, ce sur quoi il peut s'appuyer, ce sur quoi il a confiance en lui, et donc de définir à la fois un parcours et un discours qui soit vraiment empreint de vérité, de sincérité et de solidité, et qui ne soit pas construit artificiellement, si vous voulez. Donc c'est ça quand vous êtes parti bien en tête, mais quand je faisais une remarque sur le thème, c'est le DSI qu'on accueille, ça veut dire très clairement, c'est que on ne peut pas simplement se contenter d'intentions, il faut aussi avoir des outils concrets. Hein, Onélia est d'accord avec moi, j'imagine, mais il faut avoir concrètement des outils digitaux, des tuyaux qui permettent d'alimenter ces services. Bah, disons que moi, je fais pas vraiment de différence entre les services digitaux et la partie présentielle ou plus réelle des choses. Je pense que c'est maintenant totalement hybridé et totalement imbriqué. Donc, je prenais l'exemple du forum. Il est effectivement 2 jours en présentiel, mais il est quand même articulé autour d'une plateforme qui permet qu'ils vivent en amont du forum et puis en aval. Les entretiens pour apprendre à pitcher, vous les faites devant un mentor qui va vous aider, mais aussi devant un ordinateur ou une intelligence artificielle vous coach, et vous passez de l'un à l'autre. Et c'est le fait de passer de l'un à l'autre et d'avoir cette complémentarité qui fait que c'est riche. Donc moi, je suis vraiment dans l'idée de dire, il n'y a pas le digital d'un côté, le physique de l'autre. Il y a maintenant tout qui est complètement imbriqué. Onélia, on est d'accord, hein, vous êtes devenue spécialiste du digital avec le talent. Je suis entièrement d'accord avec ce que dit Renaud. Pour moi, et ça c'est aussi ce qui est nouveau, c'est que ce développement des compétences, cette professionnalisation, elle est absolument pas décorrélée de l'innovation pédagogique qui sont développées par nos écoles. C'est-à-dire qu'il y a des investissements massifs. Pour Excelia, c'est vrai que le digital fait partie vraiment des faits marquants de nos investissements et de notre savoir-faire. Et c'est absolument indispensable d'embarquer aussi ce dispositif de professionnalisation, de préparation au monde professionnel, etc. C'est pour moi, c'est complètement indissociable. Ça fait partie du même dispositif qui doit être embarqué. Et on doit proposer aussi aux entreprises des formats qui sont dans l'air du temps. C'est fini les amphis où une entreprise vient dérouler devant 150 étudiants. Impossible. Voilà.
c'est impossible, ça n'existe plus. Donc ça, c'est comme ça qu'on travaillait il y a 15 ans. Quand moi j'ai commencé ce métier, c'est ce qu'on faisait, ça marchait. Les étudiants n'en veulent plus et les entreprises ont besoin aussi qu'on leur dise, ben voilà les nouveaux formats, les nouveaux outils. Et je suis tout à fait d'accord, on est sur du blended, comme sur de la formation continue, comme sur tout. Aujourd'hui, il n'y a plus d'un côté le présentiel et d'un côté le distanciel. Mais Marc, une question pour vous. Est-ce que finalement, on parlait employabilité, on a parlé très rapidement de scoring. Il faut arriver avec son petit carnet de notes quasiment quand on postule maintenant, puisque vous êtes un peu le nouvelle façon de mesurer cette employabilité. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, ça dépend de qui on est. Ce qu'on dit souvent, c'est que si vous trouvez un talent qui correspond à ce que vous cherchez et puis qu'il a un mauvais score sur Excel, ben embauchez-le et puis faites-lui une formation Excel. Oui, c'est pas faux ça. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est que la plupart, alors on a des outils un peu complexes comme les langages de programmation, mais sur beaucoup d'outils, si on n'a pas la compétence aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas eu la formation ou qu'on n'a pas bien suivi la formation. Donc, je crois qu'il faut le voir comme un indicateur de si j'ai quelqu'un qui, une bonne partie de la journée va être sur Photoshop et que je vois que son score dit qu'il n'est pas terrible en Photoshop, mais que je trouve qu'il est formidable, eh ben, je l'embauche, mais j'ai conscience qu'il ne sait pas faire de Photoshop et qu'il va falloir faire quelque chose dessus. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le voir. Je remercie Marin de l'Université de Versailles qui nous dit « Bonjour, tout à fait d'accord avec vos propos ». Alors, je ne sais pas lesquels, mais déjà, on a une remarque sur le chat de le forum. On est d'accord avec nous, c'est plutôt rassurant. Mariana, une question pour vous. Est-ce que c'est une préoccupation quand on dirige un career center ou un talent center ou whatever, de démontrer ses compétences? Est-ce que ça doit être ça la première chose pour un jeune diplômé ou pour l'accompagnement que vous proposez? Démontrer ses compétences, c'est finalement de permettre de citer des réalisations. Donc, effectivement, la compétence, c'est le langage qui permet de communiquer entre des recruteurs, des candidats et finalement l'école. Et donc, effectivement, c'est une préoccupation pour nous et c'est une partie de nos accompagnements qui leur permet de verbaliser ce qu'ils savent faire. Après, démontrer effectivement quelles compétences, parce que ce qu'on voit sur le marché, et c'était un petit peu aussi le propos d'avant, c'est on attend deux choses des jeunes diplômés. On attend à la fois une opérationnalité quasi immédiate sur un certain nombre de sujets et en même temps, on attend aussi du potentiel. Et donc, on ne démontre pas la même manière ces deux types de compétences. Et donc, effectivement, démontrer l'opérationnel immédiate, si je pense à l'ISIT. Si on parle de la trésorerie, est-ce qu'il sait faire la gestion de trésorerie tout de suite maintenant avec l'ordinateur, hein? C'est ça, Erwan. Pardon, Marina, je vous laisse continuer. Et puis quand on parle de l'ISIT, là, c'est très clairement une première chose, ça va être les langues. Donc oui. Là, on va être effectivement aussi bien sur des scores, mais en même temps, on dit que j'ai un C1, C2 en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc, comment je suis capable d'aller plus loin, de dire que je sais faire la traduction juridique, que je suis capable de rédiger de tel ou tel type de texte en langue étrangère, que je suis capable de prendre la parole devant, pourquoi pas, une comité de direction. Donc, là, on va plus loin que démontrer des opérationnalités. On va aussi sur cette dimension de démontrer le potentiel. Et le potentiel, on va être sur tout ce qui est analyse, synthèse et tout ce qui permet d'avoir non seulement une insertion, mais une employabilité et une évolution de carrière tout au long de la vie. Oui, bien sûr. Erwan, vous êtes d'accord, hein? C'est le potentiel qui est important. Je partage tout à fait l'opinion de Mariana. Je la rejoins. Ouais. Mais vous, le potentiel, comment ça se mesure d'ailleurs? Parce que je vois bien l'employabilité, vous savez gérer une trésorerie d'une PME qui fait 10 millions, placer les délais, je sais pas, je suis pas trésorier. Ouais, mais, heureusement. Vous êtes sympa, Erwan, avec moi. Le trésorier devient digital de toute façon aujourd'hui. Ah oui, non, mais quelqu'un me disait qu'avec l'IA, les comptables allaient disparaître. Est-ce que c'est, d'ailleurs, je dis ça n'a aucun intérêt, ça n'a pas de rapport avec notre débat, mais puisque c'est vrai que pour la compta de base, en tout cas, il y aura des éléments. Mais en tout cas, le potentiel, la notion de potentiel dans l'entreprise est important. C'est vrai que Onelia disait, on parlera des soft skills, ça fait partie aussi, j'imagine, de cette capacité à évaluer le potentiel. Chez vous, comment vous voyez ça?
Les soft skills, c'est un peu plus compliqué à évaluer. Je veux dire, je sais pas mettre un score sur des soft skills. J'ai vu une question dans l'espace discussion. Là, c'est un petit peu plus, c'est un peu plus délicat. Donc, les soft skills vont s'acquérir à travers peut-être plutôt des travaux de groupe, à travers des séminaires team building. Là, pour le coup, la certification, je suis un peu moins, voilà. Je sais pas, Marc va peut-être confirmer, mais je pense que c'est pas l'objet de la certification. C'est un autre thème, à mon avis. Mais donc les soft skills, voilà, c'est plutôt sur des travaux de groupe. Que sur des cours ou de la certification, que ce soit en ligne ou en présentiel. Marc, je vous laisse la parole. Eh ben d'accord, je vous laisse bosser à ma place. La parole. Merci. On nous a beaucoup demandé de si on pouvait certifier sur des soft skills. Alors, qui dit certification dit référentiel de compétences. Ça, c'est le premier point. C'est quand on certifie, on parle d'une adéquation entre un référentiel de compétences et puis les compétences de la personne qu'on a en face de nous. Les référentiels de soft skills, et donc pour ça, il faut que le référentiel soit objectif et puis admis par tous. Donc, quand vous certifiez sur Excel, c'est assez simple. C'est quoi le référentiel? C'est savoir se servir d'Excel. Il y a un ensemble de fonctionnalités. C'est quelque chose de fermé, on sait le faire. Quand on parle de soft skills, à ma connaissance, ou aujourd'hui, on n'a pas trouvé de référentiel suffisamment admis par tous et défini pour qu'on puisse mesurer les compétences de quelqu'un par rapport à ce référentiel. Et après, qui suis-je, moi, Isograd ou Tosa, pour définir un référentiel de compétences de soft skills? On est des gens très compétents, mais bon, il y a des limites quand même. Donc, je crois qu'on peut mesurer des soft skills, on peut détecter des traits de personnalité, il y a des tests très bien pour ça. Mais les certifier, c'est un autre mot qui n'est peut-être pas tout à fait adapté pour moi. Renaud, est-ce que vous qui êtes côté technique, si je puis dire, vous avez la solution? Non, effectivement, je rejoins Marc. On travaille sur pas mal de modules visant à mesurer des soft skills ou à positionner plus précisément des étudiants, des individus sur une carte de soft skills en se disant si plein de personnes font un pitch et plein de personnes prennent la parole en public, on peut évidemment détecter des traits et mettre ça sur des cartes et dire voilà, toi tu es plus comme ci, toi tu es plus comme ça. Mais après, il n'y a pas de jugement de valeur à être plus comme ci ou plus comme ça. Et donc, on ne peut pas passer de cette mesure et de ce positionnement à une certification. Par contre, on peut éclairer effectivement les employeurs sur un certain nombre de choses en termes de recrutement. Et puis surtout, on peut éclairer les candidats. Et donc, aider les candidats, j'y reviens, à finalement mieux se connaître, puisque le point est peut-être pas tant d'essayer de rentrer dans un cadre et de se dire il faut que mes soft skills soient exactement comme ci, exactement comme ça, mais plutôt de dire ça m'amène à réfléchir à moi-même, ça m'amène à assumer ce que je suis et à finalement considérer que dans mon processus de recrutement, je vais affirmer davantage mes traits de personnalité et faire le bon matching avec mon employeur, puisque finalement, le sujet, c'est de trouver le bon employeur et le bon emploi et pas d'essayer de rentrer dans un moule. Parce que alors, juste, j'ai fait une conférence avec une start-up qui avait fait un outil d'IA pour la prise de parole. Qui vous évaluez. Donc, je dis ça. Oui, tout à fait. Donc, nous, on a ça. On a monté ça avec une start-up qui s'appelle Anima et on a testé ça à grande échelle sur nos étudiants. Et effectivement, l'intelligence artificielle permet aujourd'hui d'évaluer les prises de parole, à la fois les prises de parole individuelles, à la fois les prises de parole en public. Et puis, l'IA peut vous simuler une foule, simuler un comité de direction et donc vous challenger dans une situation donnée de mesure de compétences pour faire ça finalement à moindre coût, puisque c'est moins coûteux d'avoir un comité de direction simulé par une IA que de le réunir pour de vrai. Mais bientôt, c'est votre avatar qui prendra la parole à votre place. Exactement. Donc, les IA parleront aux IA et on fera des recrutements d'IA avec des candidats. Et elle nous en parlera, Onélia, des recrutements. C'est très intéressant. Onélia, avant, si je comprends bien et si je résume ce qui a été dit, en fait, l'essentiel, c'est de bien se connaître pour un étudiant. Parce que vous pouvez faire tout ce qu'il faut, mais en fait, c'est. Ça passe. Il est bien compris qui il est pour.
Ça c'est le prérequis, Gilbert. C'est-à-dire que la connaissance de soi, si on n'a pas déjà ce prérequis, on peut se former, on peut partir, faire des expériences à l'international et faire tout ce qu'on veut. Et d'ailleurs, ça participe à la connaissance de soi. Et puis la connaissance de soi, elle évolue aussi. On n'est pas le même que quand on est sorti d'école, après 10 ans d'expérience, etc. Donc on est dans l'évolution. Pour revenir sur ces soft skills, ce qui est intéressant et ce qui est un peu la singularité et ce qui est un peu injuste finalement, c'est que aujourd'hui, quand on interroge des entreprises, ce qu'ils nous disent quasiment à l'unanimité, c'est que la sélection, elle s'opère aussi sur ces soft skills parce que finalement, ils nous disent, ils sont bien formés, ils sortent de bonnes écoles. Globalement, vous avez des standards, des accréditations, des labels qualité, etc. Donc, on sait que votre formation, elle est sérieuse et que vos étudiants, ils sont de bons étudiants. Donc aujourd'hui, la différence, elle s'opère sur la savoir-être, sur la posture, sur la connaissance de soi, sur cette capacité à évoluer. Donc ça, c'est le premier constat qu'on fait, c'est qu'effectivement, c'est difficile pour eux d'évaluer ces soft skills, mais pour autant, c'est là qu'ils ont envie de sélectionner parce qu'ils savent que un candidat qui arrive et qui a un bon état d'esprit et une bonne capacité à transformer l'organisation, c'est bingo pour tout le monde. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que les soft skills, elles ont une durée de vie beaucoup plus importante que les hard skills maintenant. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Vous avez des choses longtemps sympas. Pardon ? Si vous êtes animateur de groupe et sympa, qui crée une énergie, ça peut voilà, dans 15 ans, 20 ans, Gilbert, vous serez toujours. Je continuerai d'animer des conférences quand je serai vieux. Exactement, et peut-être même de manière encore plus performante et encore plus engagée. Donc, ce qui est pas forcément le cas des hard skills, qui, pour le coup, de plus en plus, comme je vous le disais tout à l'heure, doivent être remises en tout cas ou actualisées de plus en plus régulièrement. Et c'est peut-être aussi à nous de donner ces réflexes aux étudiants de nos écoles et de nos universités et de leur dire, vous allez être acteurs de votre formation tout au long de votre vie et que c'est terminé, le diplôme en poche, 10, 15 ans, 20 ans derrière et les mêmes jobs. Donc, il faut aussi qu'ils aient ce réflexe avec leurs entreprises et leurs organisations à updater ces connaissances. Mariana, même question pour vous sur la notion de soft skill, la connaissance de soi, c'est aussi des éléments essentiels, j'imagine. Oui, effectivement, les deux vont ensemble. On a tendance à dire qu'on a une vie professionnelle et une vie personnelle, mais finalement, moi, perso, j'en ai une seule. Et donc, forcément, tout ce qui est qualité personnelle, enfin, je veux dire, les deux, comment dire, la frontière est quand même pas étanche. Mais pour revenir justement sur des questions de soft skills, c'est que c'est aussi je trouve, c'est un très belle mission quand on parle de Career Center, c'est que c'est via des soft skills qu'on peut aussi faire des retours vers tout ce qui est pédagogie. Parce que finalement, c'est l'innovation pédagogique, c'est la manière dont on forme nos étudiants, notamment on parlait des travaux de groupe, mais aussi toute cette partie pédagogie qui permet de développer tout ce qu'on appelle soft skills ou savoir-être. Et donc, quand on voit que pour tel ou tel métier ou les tendances sur le marché de l'emploi demandent ou favorisent telle ou telle posture, comportement, ça nous permet aussi de faire un retour vers nos collègues qui travaillent sur les maquettes pédagogiques, qui travaillent sur l'innovation pédagogique, d'apporter des éléments dans la manière d'enseigner qui permettent de favoriser le développement de tel ou tel soft skills. Et effectivement, je suis d'accord avec vous. C'est quelque chose qui est à la fois plus durable, mais c'est aussi quelque chose qui prend plus de temps de développer. Oui, parce que ça se fait pas en 2 semaines, même s'il y a des moments, il y a des situations qui permettent de faire des déclics, donc qui permettent d'accélérer l'apprentissage, mais c'est quelque chose qui prend du temps. Et donc, c'est la raison pour laquelle, pour moi, c'est vraiment important. Et puis après, juste une dernière petite chose par rapport aux soft skills et certifications, c'est que effectivement, certifier des soft skills, c'est compliqué, mais mesurer, c'est-à-dire dans le sens où est-ce que je me situe par rapport à ce que j'ai envie d'avoir, c'est ce côté autoréflectif de l'apprenant, c'est-à-dire que où est-ce que je me vois, où est-ce que je vois qu'il faut que je développe des compétences par rapport à ma posture, par rapport à ma façon de travailler, par rapport à mon comportement.
là, c'est là où c'est vraiment intéressant parce que parfois, c'est drôle parce que quand on travaille avec les étudiants, ils ont tendance à oublier leurs points forts. Et le fait de leur permettre de mesurer de quelque manière tout ce qui est savoir-être, ça leur permet aussi d'identifier leurs points forts. Et puis j'imagine que c'est des choses qui évoluent, hein, comme le disait Onélia, c'est vrai, au début ils sont peut-être timides, après ils arrivent plus à s'exprimer, ils sont moins impressionnés par les chefs d'entreprise, moins impressionnés peut-être par les profs, donc ça leur permet de donner le meilleur. Chez les trésoriers, parce que on peut se dire après tout un trésorier qui sache parler, du moment qu'il sait faire les comptes, c'est essentiel. Nulle profession n'échappe à la règle, hein, c'est ça, Erwan. Tout à fait. Bon, nous, on a la chance pour le master trésorerie qu'ils soient en apprentissage, donc ça facilite grandement les choses. Pour les autres formations en finance, bon là, c'est un petit peu plus, il y a les stages, hein, mais effectivement, c'est le moyen de montrer ce qu'on sait faire autre chose que ce qu'on a appris à l'université finalement. Parce que tout ne se apprend pas à l'université, fort heureusement. Ah bah. Oui, je dirais que beaucoup de choses s'apprennent ailleurs. Vous êtes là, Gilbert. Alors, j'ai fait l'université parisienne, quand même, je tenais à le dire. Même si un animateur n'est pas censé maîtriser tous les sujets qu'il aborde, en revanche, je connais l'enseignement supérieur Made in France, qui je n'ai pas interrogé. Alors moi, j'aimerais aborder un sujet sur. D'abord, on va poser la question tout de suite. Puis j'allais dire les questions qui fâchent. En fait, c'est pas une question qui fâche. Hein. C'est sur le coût de la certification marque. Comme ça, on évacue le problème immédiatement. Alors, le coût au sens qui paye ou combien ça coûte? Bah, les deux, hein, si je puis dire. Alors, dans 99% des cas, dans l'enseignement supérieur, c'est l'établissement qui paye et non pas l'élève directement. C'est inclus dans les frais de scolarité. Ensuite, pour le coût, ça va vraiment dépendre du volume, c'est-à-dire du nombre de certifications qui nous sont achetées, et aussi de la durée d'engagement, c'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup d'établissements qui s'engagent sur 2 voire 3 ans, et dans ce cas-là, les tarifs sont dégressifs. Donc, on va dire que pour un élève, et en général, on n'achète pas une certification sèche, mais plutôt 1 ou 2 tests d'évaluation qui vont permettre de positionner l'élève avant qu'il suive sa formation ou juste après, et la certification, ça va aller de 30 €, 40 € pour des petits volumes jusqu'à une vingtaine d'euros pour des gros volumes. Voilà, ça c'est dit. Bon, on a parlé parce que c'est important hein, quand on doit investir. Alors, Gilbert, je dois nuancer le propos de Marc. Alors effectivement, pour les certifications d'Isograde, le coût étant relativement peu élevé, hein, donc effectivement, ce sont les établissements qui payent les certifications. Mais si je prends par exemple l'exemple du CFA, qui est une autre forme de certification, où le coût doit être aux alentours de 1 000 – 1 200 €. Là, en revanche, c'est l'étudiant qui est amené à financer le passage de l'examen. Donc voilà. Mais pour effectivement Isograde, effectivement, je sais que c'est l'université qui règle la facture. Mais oui. Voilà. Mais non, mais je vois que le modèle économique de grandes universités américaines, je sais de quoi je parle, propose des certifications évidemment qui se chiffrent en milliers de dollars. Et pas du tout en quelques euros. Mais bon, on n'adresse pas les mêmes problématiques. Hein. On est sur parfois du private equity, de l'IA et des choses comme ça, alors que parfois on est sur des compétences très spécifiques. Vous parliez de bureautique, Marc, hein, sur j'allais dire des compétences élémentaires, hein, presque pour des jeunes diplômés. J'aimerais aborder, il y a plein de sujets à aborder. Il est 43, on a encore un peu de temps. Il y a des questions. Une question, c'est Onélia qui m'a suggéré ce thème-là que j'avais pas imaginé, c'est l'usage de l'IA par les recruteurs. C'est-à-dire que c'est vrai que vous me disiez, quand on envoie son CV, il faut des mots-clés, il faut des formules, il faut une tournure, parce que les recruteurs, ils s'embêtent plus, ils veulent quelque chose d'objectif, qu'il n'y ait pas de biais, et ils mettent la machine dans une sorte de moulinette qu'on appelle l'IA pour aller chercher des talents. Donc, il y a aussi véritablement un travail à faire là-dessus. Oui, en fait, ce sont des ATS et ces ATS, c'est plutôt les grandes entreprises qui en sont dotées, ce sont des outils extrêmement puissants, des logiciels qui permettent, de faire un premier tri des candidatures. Donc, vous imaginez que ça fait gagner beaucoup de temps et ça permet de traiter. Alors, c'est vrai que comme ça paraît un peu surprenant, mais finalement, de ce qu'on peut lire, c'est que si l'outil est bien paramétré, ça va être peut-être même encore plus objectif qu'un premier tri qui pourrait être fait par les recruteurs eux-mêmes. Donc finalement,
quand c'est bien utilisé, encore une fois, hein, c'est tout le paradoxe de cette intelligence artificielle, c'est bien utilisé, bien paramétré, ça en fait un outil extrêmement puissant et peut-être même totalement objectif, ce qui permet peut-être de recevoir des candidatures que vous n'auriez pas laissé passer si vous les aviez eues entre les mains. Donc, ça laisse aussi toute sa place à ces certifications, puisque là, on va être dans des mots-clés, on va être dans des scores, on va être dans du ranking aussi. Donc, ça va permettre de faire remonter les spécificités. Hein. On est vraiment dans un enjeu aujourd'hui de se démarquer. Donc, tout à l'heure, on parlait de personnalisation, mais c'est indispensable, la personnalisation, parce qu'il faut sortir du lot. Et au vu du nombre de CV reçus sur des offres, il faut absolument avoir cet expérientiel, hein, cette histoire à raconter supplémentaire qui va permettre de sortir. Cette intelligence artificielle intervient, Gilbert, non seulement sur la sélection des candidatures, mais elle peut aussi maintenant de plus en plus intervenir au moment des entretiens. Donc la posture du candidat, les termes qu'il va utiliser, les mots et l'attitude va également être passée au crible et va donner des éléments aux recruteurs. Donc maintenant, cette intelligence artificielle, elle intervient quasiment sur tout le dispositif de sélection des candidats. Bon, c'est pas toutes les entreprises, mais en tout cas, les grandes entreprises se sont dotées de ces outils. Héloïse qui vous challenge en disant, mais alors si je connais rien et je suis pas un fortiche, mais que je fais un bon CV bien ficelé, je peux passer à travers les mailles du mais fil. Bien sûr. Enfin, ça change pas du tout ce qu'il y a les filous que vous mettez dans votre CV. Et en fait, c'est pas être filou pour moi. La clé de la réussite quand on veut décrocher un emploi, un stage, une alternance, la clé c'est de bien lire l'offre. Voilà. Et ça, je pense que les candidats passent peut-être trop vite ou personnalisent pas suffisamment leur candidature, parce que finalement, quand on dit une candidature par offre, c'est clairement ça. Et bien lire une offre, ça vous donnera déjà tous les éléments de réponse. Hein. Finalement, la réponse, elle est dans la question. Hein. Donc, si vous avez compris ce qu'on attend de vous, déjà, vous avez fait 90%. On parle du réseau aussi, c'est important aussi, ce marché caché, évidemment. Il n'y a pas que l'IA, il n'y a pas que l'envoi de CV, il y a aussi évidemment les relations, le réseau, tout ce qui peut évidemment influencer évidemment un recrutement. Mariana, sur la notion de, comment dirais-je, désolé pour les fautes, mais je suis à Berlin, j'ai un clavier allemand sans les accents. Héloïse en saura toute votre vie, hein, décidément, qui nous parle sur le chat. Et Mariana, sur cet usage de l'intelligence artificielle, est-ce que c'est quelque chose que vous avez senti poindre aussi également? Déjà, si on regarde rien que le réseau professionnel qu'on utilise quotidiennement, LinkedIn, là, finalement, tous les algorithmes et tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. C'est vrai. Donc, effectivement, c'est quelque chose sur lequel on accompagne nos étudiants, parce qu'en fait, ça leur permet, donc vous avez parlé tout à l'heure de cette partie marché caché de l'emploi, donc en fait, la partie cachée de l'emploi du marché, où en fait, qui ne se apparaissent pas sous forme d'offres d'emploi, les recruteurs sourcent sur LinkedIn. Et donc, parfois, les étudiants n'y pensent pas pour un stage ou un apprentissage. Pourtant, ça arrive. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui sont directement approchés par des recruteurs, justement parce que leur profil est fait selon les algorithmes et le référencement en fait de LinkedIn qui permettent de faire ressortir leur profil. Donc, c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui partout et il ne faut pas qu'on néglige. Et après, ça ne veut pas dire que ça suffit. Parce qu'à la fin, de toute manière, il va y avoir des entretiens recrutement, plusieurs personnes qui vont quand même rencontrer. Et après, il y a toute cette partie de soft skills. Mais pour pouvoir passer cette étape, c'est indispensable d'avoir des connaissances. Et finalement, ça nous ramène sur notre point de départ. C'est d'être capable de dire ce qu'on sait faire, utiliser des mots justes, utiliser des mots valorisants par rapport à ce qu'on a pu faire, on a pu apprendre dans le cadre de nos études. Renaud, on disait tout d'abord, le diplôme n'est plus l'alpha et l'oméga, mais pour autant, quand on a une très très belle marque comme Centrale Supélec, on va dire, sans dénigrer d'ailleurs ni Sorbonne, ni Excelia, ni personne, Elisite, c'est simplement une marque un peu iconique dans les écoles d'ingénieurs. Est-ce que au fond, il faut aussi se prêter à ce genre d'exercice, de montrer à toute une série d'acquisition de compétences, de soft skills? Alors,
Moi, je dirais là, aujourd'hui, nos étudiants, ils sont vraiment plus confrontés au fait de trouver leur voie que de passer les barrières du recrutement. Aujourd'hui, le marché il est en pleine transition. Les étudiants ont envie de métiers qui font plus de sens, qui sont plus dans la RSE, dans la responsabilité sociale et environnementale, et moins peut-être dans les métiers traditionnels du CAC 40. Donc aujourd'hui, je pense que la préoccupation principale des étudiants, c'est de trouver l'entreprise qui fait du sens pour eux. Et dans la plupart des cas, ils vont trouver ça dans le monde des startups ou des très petites entreprises. Donc aujourd'hui, le marché, il s'est complètement rebalancé dans ce sens-là. Et aujourd'hui, si vous êtes une startup ou une petite entreprise, vous n'avez pas trop de problèmes, enfin, vous n'êtes pas confronté à la nécessité d'avoir une intelligence pour trier vos candidatures, parce que des candidatures, vous en avez très peu. Ouais, donc voilà, pour moi, le marché aujourd'hui, il est divisé en deux grandes parties pour être très schématique. Les grands groupes qui ont une vraie difficulté à recruter des jeunes parce que il y a un souci sur les codes, sur la RSE, sur le sens, et qui néanmoins sont effectivement confrontés à un afflux de candidatures très diverses, très variées, et dans lesquelles ils doivent faire le tri, et d'où l'intelligence artificielle pour faire le tri. En revanche, sur le marché des jeunes, aujourd'hui, les nôtres, ils vont beaucoup dans le monde des startups, dans un monde assez alternatif, sur des projets qui font du sens, et ça, c'est du réseau. Ça se passe sur des réseaux sociaux, mais pas forcément LinkedIn. Ça se passe effectivement par du bouche à oreille, d'une promo à l'autre, on va dire, hein, avec mes camarades de l'année d'avant qui sont allés dans une boîte super et ils en parlent. Donc on est sur un marché qui est beaucoup plus déstructuré que ce qu'il a pu être il y a 5 ans ou 10 ans. Est-ce que c'est un élément de compétitivité entre formation, l'accompagnement, Erwan, Aunélia, Marianne? Est-ce que selon vous, il faut proposer un diplôme de qualité, une formation de qualité, un accompagnement de qualité et une sorte de cette offre de talent center et d'employabilité? Est-ce que les jeunes comprennent vraiment ce que c'est l'employabilité? Est-ce que c'est un élément déterminant pour vous? Erwan? Je prends la parole? Ok. Ouais, clairement. Clairement, c'est clairement un élément déterminant. C'est l'accompagnement durant la formation, mais aussi après la formation. Et dès la première année, hein, dès le premier mois, j'ai envie de dire. Hein, c'est aussi. Tout à fait. Ne serait-ce que moi, je prends les formations en apprentissage. De toute façon, ils comprennent bien que quand on voit les offres qu'on a à leur proposer, elles tombent pas du ciel. Donc, c'est qu'il y a un travail en amont qui a été réalisé. Et donc, ça, c'est très important. Aussi bien, donc voilà, pendant la formation, mais aussi après la formation. Comme quand on parle de réseautage, vous avez effectivement les fameux after-work des étudiants, mais vous avez aussi les séminaires qui permettent de ramener les alumni, ou tout simplement aussi, j'ai vu beaucoup de contrats se nouer à l'occasion des jurys de recrutement, où on retrouve des anciens qui participent au jury, où on a d'autres professionnels qui viennent participer, et puis on va déjeuner ensemble le midi, ça commence à parler, et au final, j'assiste à des opérations d'ébauchage en direct, et donc j'ai finalement pas trop de mal à trouver de participants à ces jurys de recrutement, parce on viendra alors, hein, moi si vous m'invitez, je viens. Bon, je ne m'y connais pas en finance en même temps. Mais... Vous cherchez à changer? Non, j'ai fait quelques jurys, notamment dans les écoles de commerce, hein, vous le savez, Aunélia, donc ça permet en tout cas d'évaluer. Ça n'a aucun intérêt ce que je vous raconte, pardonnez-moi. Mariana, même question pour vous, je ne sais plus ma question. Oui, est-ce que c'est un élément important et décisif, c'est-à-dire que est-ce qu'on consent des moyens importants pour ça, justement, et pour que les étudiants soient évidemment satisfaits, puisque cette expérience passe par là? Oui, effectivement, c'est un point crucial et déterminant, je pense, que dans le choix de l'établissement. Pour 2 points, pour moi, pour dire rapidement déjà, parce que la question de déboucher, finalement, qu'est-ce que je vais pouvoir faire après mes études, c'est une question majeure. Et deuxième, c'est que, comme on vient d'en parler, aujourd'hui, les jeunes cherchent beaucoup moins des grosses machines, des grosses structures, mais plutôt de plus petites structures en termes d'entreprise. Donc, après les études. Et donc, cette volonté de personnalisation et d'accompagnement personnalisé,
ça se retrouve aussi au moment de choix d'études, et on peut faire ça à la fois au niveau pédagogique, mais si on fait ça aussi pour tout ce qui est accompagnement d'insertion, c'est une vraie valeur ajoutée. Nélia, vous êtes évalué tout le temps avec des gens qui font des palmarès, c'est quelque chose de terrible, en France et à l'international, et des évaluations. C'est vrai que l'accompagnement fait partie, et maintenant, et l'employabilité, la mesure de l'employabilité fait partie des outils d'évaluation des établissements eux-mêmes. On a beaucoup d'indicateurs, Gilbert, sur que ce soit l'employabilité, quel niveau d'employabilité, l'entrepreneuriat, voilà. Donc tout ça fait partie effectivement, mais nous, notre mission, elle est quand même on fait une promesse. Quand un étudiant s'inscrit dans l'une de nos écoles ou dans une université, c'est qu'il adhère à un projet et à une promesse qu'on lui a faite. Donc en fait, on a une immense responsabilité. Parce que on se doit d'être au niveau et d'être à la hauteur de ses attentes. Donc finalement, est-ce qu'il a conscience réellement au moment où il s'inscrit dans l'école de ce que va être le parcours, de ce que va être ensuite sa carrière, etc. Pas forcément. C'est quelque chose qu'il va aussi apprendre quand il sera à nos côtés, et c'est notre devoir, comme il va avoir des cours de marketing, de finance, etc. C'est notre devoir de l'éveiller, de lui apporter aussi des tendances, de lui apporter tous les éléments qui vont être constitutifs de son choix. Et pour moi, l'offre du Talent Center, quand elle est réussie, elle doit être sans couture. C'est-à-dire qu'il ne doit pas s'apercevoir d'une manière plus que pour le reste, qu'on a travaillé tout ce dispositif avec lui. Ça doit être naturel, ça doit être fluide, ça doit arriver au bon moment quand il en a besoin et de la bonne manière. Est-ce que c'est du distanciel? Est-ce que c'est du digital? Peu importe. Est-ce que c'est une entreprise qui vient? Est-ce que c'est un coach? Est-ce que c'est un conseiller? Ça, c'est le savoir-faire de l'école, et c'est ça la patte que doit mettre l'école. Et c'est vous, Nélia, qui faites ça. Juste un mot pour répondre à Jean-Baptiste qui pose une question quand même tout à l'heure. Comment vous préparez, avec quels outils, entre le marché évident, les annonces, les offres d'emploi, et le marché caché? Parce qu'évidemment, vous disiez, quand ils se cherchent un projet, ils peuvent l'imaginer tout seuls et se dire, je vais travailler dans cette boîte, rencontrer ceux. C'est aussi ça, c'est donner un peu l'audace. En fait, c'est du 360 quand on lance sa recherche. Il faut envisager tous les canaux, toutes les possibilités. Et encore une fois, on parlait de la connaissance de soi. On va pas chercher de la même manière quand on a envie de rejoindre un grand groupe, quand on veut rejoindre une PME, quand on se lance dans la création d'entreprise. Donc finalement, chaque projet, il est unique, il est individuel. Donc nous, la seule manière et la plus performante qu'on a d'accompagner nos étudiants, c'est de leur donner tous ces éléments à disposition pour que eux se l'approprient. On peut pas le faire à la place des autres. Souvent, il y a une question. Alors moi, ça fait 20 ans que je travaille dans l'enseignement supérieur, ça fait 20 ans qu'on me pose cette question. Est-ce que vous placez les étudiants en entreprise? Voilà. Alors ça, c'est la question. Je pense que je l'aurai toute ma vie. J'ai encore quelques années. Est-ce que vous placez les étudiants en entreprise, Nélia? Mais j'ai toujours envie de répondre, mais non, je suis désolée. On ne se substitue pas au rôle de l'étudiant. C'est lui qui porte son projet, c'est lui qui apporte sa solution au recruteur, c'est lui qui construit ça, et en aucun cas, et surtout pas, pitié quoi. Moi, quand on me dit on place les étudiants d'entreprise, on peut faire du matching, on peut faire du push, on peut faire de l'identification d'opportunités, on les forme, il y a plein de choses à faire, mais les placer et faire le boulot à leur place, moi je dis que c'est certainement pas un service à leur rendre, et puis moi je ne sais pas faire. Clairement, voilà. Bon, bah écoutez, non, mais c'est très clair. On va faire un dernier tour de table. Marc, un petit commentaire sur tout ce qui a été dit. On voit bien que l'accompagnement, le thème de notre conférence, qui était extrêmement vaste, il allait de l'accompagnement et de la proximité avec le jeune à la certification, qui est un outil dans le dispositif de l'accompagnement. Oui, là vraiment, c'est ce qu'on vient de voir pendant tout cet échange, c'est que finalement, la formation hard skill dispensée par l'établissement, c'est une petite partie de ce que va apprendre l'élève finalement dans le temps qu'il va passer chez vous. La certification, c'est aussi, pour rejoindre ce que disait Renaud, c'est un moyen aussi de savoir où est-ce qu'on en est avec des compétences qu'on peut penser déjà maîtriser, alors qu'en fait, on ne les maîtrise pas. Il y a, dans les compétences qu'on mesure, il y a souvent une surévaluation du niveau perçu par le candidat lui-même par rapport à ses propres compétences, et ça permet de les objectiver
et peut-être dans certains cas de les inciter à les renforcer. Donc, je crois qu'on est un outil qui aide à la fois à l'insertion et puis aussi à se connaître et à identifier ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire. Connais-toi toi-même. Mariana, est-ce que l'objectif, c'est qu'ils se connaissent parfaitement ou finalement, ils se connaîtront un peu mieux par la suite? Parce que vous n'êtes pas chargé de tout faire, après tout, dans une école. Hein. Vous n'êtes pas des magiciens. Hein. Non, pas du tout. Et j'ai pas envie de prendre cette responsabilité de magicien. Mais peut-être c'est d'initier la bonne réflexion et donner des méthodes qui leur permettent de poser des bonnes questions au bon moment et être honnête au moment quand on donne les réponses. Renaud, dernière question aussi pour vous à Centrale Supélec. Est-ce que les étudiants, est-ce qu'ils sont prêts d'abord au bout des 3 années passées ou le travail est toujours à faire? Ils progressent beaucoup pendant les 3 ans. On les voit entre le moment où on les voit arriver et le moment où ils partent, notamment parce qu'il y a une année de césure entière. Ah oui, ça fait 1 an de plus. Ouais. Voilà, 1 an réalisé par tous les étudiants, notamment à l'international. Donc c'est vrai que voilà, ça leur fait une vraie immersion dans le monde professionnel, avec une vraie coupure avec l'école. Et quand ils reviennent, ils sont vraiment en prise avec le monde réel. Ils ont beaucoup progressé sur la connaissance d'eux-mêmes. Et puis, ils terminent leur spécialisation, ce qui les projette effectivement juste après dans le monde professionnel. Je pense qu'aujourd'hui, les étudiants sont beaucoup plus prêts à intégrer le monde professionnel qu'ils ne pouvaient l'être il y a 5-10 ans ou 20 ans, où le schéma, c'était que finalement l'entreprise qui allait les accueillir allait continuer à les former. Aujourd'hui, parce que beaucoup d'étudiants vont en start-up ou dans des PME, ils sont totalement opérationnels dès le premier jour, parce que c'est ça que le marché demande aujourd'hui. Ouais, ils sont beaucoup plus prêts, Erwan, hein, même c'est vrai, c'est intéressant ce que vous dites, ils sont beaucoup plus prêts maintenant qu'avant. En fait, ils se connaissent mieux, hein, c'est ça, c'est qu'ils sont beaucoup plus... et puis, ils savent ce qu'ils veulent peut-être plus. Alors, ils sont peut-être un peu plus près qu'avant, mais je trouve qu'on a eu quand même un petit effet Covid, ce qui fait qu'ils retardent un petit peu leur entrée sur le marché du travail. Ils nous demandent, oui, on préférait faire une année de stage supplémentaire pour être sûr qu'on n'est pas en train de se tromper de voie. Ce qui est une erreur, justement, c'est qu'on va pas faire le même métier toute sa vie. Et justement, les certifications vont aider d'ailleurs ça permet un peu de boucler la boucle. Mais on sent que, voilà, moi, depuis le Covid, je sens qu'il y a un petit recul de l'étudiant qui a envie de profiter peut-être un petit peu plus de ses années étudiantes. Et voilà. Mais ils sont prêts. Mais c'est tellement bien la vie étudiante. Ah ouais, c'est cool, hein. Moi, je regrette, hein. Merci à tous. Marc, une dernière question. Qui prend l'initiative de passer des certifications? Alors, on l'a évoqué un peu au début rapidement. Parfois, c'est obligatoire. Parfois, c'est facultatif. Est-ce que ça doit s'inscrire dans un schéma de progression? Est-ce que ça doit être un peu à la carte dans une école ou Alors, déjà, on se certifie sur des compétences qu'on apprend dans l'école. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de cours qui correspondent au sujet de la certification, ça ne sert à rien de certifier les élèves pour qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas la compétence. Et on ne peut pas s'amuser à faire quelque chose de disruptif, c'est ça ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que ça va créer de la frustration. On va dire à l'élève, voilà, tu vois que tu ne sais vraiment pas faire ça. Ouais, ok, super, et maintenant je fais quoi? Donc, faut qu'il y ait un enseignement. Et ensuite, le choix de la certification, il peut venir à plusieurs niveaux. Soit depuis l'enseignant qui enseigne la programmation, la bureautique ou la PAO, soit du responsable de programme. Donc là, c'est un cran au-dessus. Et puis, on a des écoles, on a des grandes écoles, pour ne pas les citer, comme Kedge, qui choisissent des déploiements à l'échelle de toute l'école parce qu'ils estiment que ça a un sens pour tous les élèves de se certifier sur des compétences qui sont complètement transverses. Donc, ça va vraiment... depuis l'enseignant jusqu'à la direction de l'école en fonction des établissements. Je laisse le mot de la conclusion à Jean-Baptiste qui nous propose une lecture épistémologique, non je sais pas, étymologique, voilà plutôt. En somme, le recrutement est histoire de de comportement, behave, de soft skill, be, et de hard skill, have, et ça tombe bien, behave. Voilà, vous avez tout compris. Merci beaucoup pour cette petite subtilité. Claire vous dit merci, Onélia, pour votre intervention sur le placement des étudiants. Vous aussi, on vous remercie personnellement. Ça veut dire que moi, je vous ai trouvé...
Bon, c'était pas mal, non? Je crois qu'on a dit pas mal de choses. Merci à notre partenaire Isograd. Merci Marc de nous avoir accompagnés sur ce webinaire. On a dit beaucoup de choses. Je pense qu'il reste beaucoup à échanger parce que ça va évidemment changer. Vous savez, j'anime beaucoup de conférences sur l'intelligence artificielle et à chaque fois, de l'une à l'autre, même quand il se passe qu'une semaine ou un mois, on dit des choses différentes. Donc, d'une conférence à l'autre, parce que ça va tellement vite et les choses vont tellement vite que, évidemment, le sujet est immense, abyssal, je dirais. On pourrait l'approfondir ensemble. Ça sera l'occasion de reparler, et puis de rebalayer ce sujet. En tout cas, merci à tous et je vous souhaite une très belle journée. Merci à tous. À bientôt. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Marc.